On est très heureux d'accueillir aujourd'hui donc Javier Pizarro qui est responsable d'équipe à l'Institut Pasteur à Paris sur Yersinia pestis et les autres espèces Yersinia. Et ils sont aussi Centre national de référence. Ouais. Donc côté à la fois diagnostic, clinique et puis recherche. Tout à fait, super. Donc merci Mathieu, merci à Pierre-Édouard et aux collègues qui m'ont permis de venir ici. Donc je suis Marseillais d'adoption et moi j'ai fait ma thèse à Lumini en 94 et moi j'étais au dernier étage du centre d'immunologie avec l'équipe de Jean-Pierre Gorvel. Et d'ailleurs, mon premier pas de pied de thèse, c'est avec l'équipe de Louis Meige ici à la Timone. Voilà, donc Marseille, c'est très important pour moi. Et venir à Marseille, c'est toujours un plaisir. Donc à l'époque, j'ai travaillé sur une bac. Ah oui, d'ailleurs, Mathieu et Pierre-Édouard m'ont dit que je pouvais parler en français ou en espagnol. Je préfère en espagnol, si ça vous va. On va faire en français. Et vous pouvez poser les questions en français, en espagnol, en anglais. Donc à l'époque, je travaillais sur Brucella, un pathogène très intéressant sur lequel j'ai fait ma thèse et avec lequel on a collaboré avec les équipes ici à la Timone. Mais depuis 2017, je travaille avec un autre groupe de pathogènes extrêmement intéressants qui sont les bactéries qui appartiennent à ces groupes, les Yersinia. Donc on a des différents Yersinia environnementales et d'ailleurs Michel a découvert une Yersinia massiliensis en 2008 et on a découvert des nouvelles espèces et des Yersinia environnementales récemment, en 2020. Il y a des pathogènes d'insectes, des pathogènes des poissons, mais nous, particulièrement, on s'intéresse à des Yersinia pathogènes des différents mammifères et pathogènes humaines. Et en fait, on étudie ces différents Yersinia dans les cadres des 4 structures. Donc, on a une unité fondamentale des recherches, on a un centre national des recherches, peste et autres Yersinioses. Donc, on va parler des différents types de Yersinia. On a un centre collaborateur OMS pour la peste et on a une unité internationale. Et on a, à l'Institut Pasteur, on a la chance d'avoir un réseau de 33 instituts dans le monde. Donc, il y a une unité internationale avec Pasteur Lille qui travaille sur les vecteurs de la peste et avec Pasteur et Madagascar. Donc nous on s'intéresse à ces différents pathogènes, en particulier Yersinia pestis, l'agent de la peste. Donc ici il y a des grands spécialistes de la peste, donc je vais dire simplement quelques mots d'introduction pour les personnes pour rafraîchir quelques connaissances. Donc on sait tous que Yersinia pestis a été un agent et responsable des pandémies très importantes, particulièrement cette pandémie au Moyen-Âge. Et c'est intéressant de voir que des mesures de santé publique qu'on a utilisées récemment, la quarantaine, se laver les mains avec des produits bactéricides, et les passes sanitaires, tout ça existait déjà et au Moyen-Âge et dans la Renaissance, et comme mesure pour nous protéger de la peste. Et aujourd'hui, la peste est endémique dans les Amériques, en Afrique et en Asie. Donc, ce qu'on voit dans cette carte de l'OMS, c'est les endroits où on a des rongeurs qui sont réservoirs de cette bactérie Yersinia pestis. Et on a, la peste est une maladie rare, heureusement. On a des pays comme les États-Unis, tous les ans, les États-Unis déclarent des cas de peste dans la côte ouest, et Nouveau-Mexique, Colorado, et donc c'est l'extrême, si on peut dire. Et de l'autre côté, on a Madagascar, qui est le principal foyer de peste à l'heure actuelle, avec à peu près 400 cas de peste par an. Donc la peste, elle n'est pas transmise à l'être humain par ses réservoirs, par ses rongeurs, elle est transmise par des puces. Et on peut avoir différents types de peste, la peste bubonique. Donc la bactérie, elle est drainée dans les ganglions, et différents ganglions selon l'endroit où une puce va piquer. Par exemple, à Madagascar, c'est assez courant des enfants qui se piquent dans la tête, et du coup, on a des ganglions cervicaux qui vont gonfler, où la bactérie va se loger. Et c'est difficile d'estimer les taux de mortalité, mais on dit entre 50 et 70% de mortalité dans une période très courte, en absence des antibiotiques, et deux formes de peste très très particulièrement dangereuses, la peste pulmonaire quand la bactérie atteint les poumons, et la peste septicémique avec un taux de mortalité beaucoup plus important. Et à Madagascar par exemple en 2017 il y a eu une épidémie de peste pulmonaire particulièrement importante qui a attiré l'attention internationale. Et
au laboratoire, on travaille sur ces autres bactéries qui sont bien moins connues, les Yersinia entériques, donc Yersinia pseudotuberculosis et Yersinia enterocolitica, qui sont la cause de la troisième maladie zoonose bactérienne en Europe. Et ces bactéries, on les trouve dans différents hôtes. Et nous, l'être humain, on se contamine principalement à cause de la consommation de la viande de porc. Et c'est pas surprenant, en Europe, c'est l'Allemagne et la France qui déclarent les plus grands nombres de cas des Yersinia entériques. Donc nous, on s'intéresse à ces bactéries d'un point de vue santé publique, clinique, mais également on s'intéresse d'un point de vue des recherches fondamentales parce que ce sont des bactéries très intéressantes. Si vous voyez un arbre où on a les 26 espèces des Yersinia, vous allez voir que Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis se trouvent à l'opposé de cet arbre phylogénétique. Donc ce sont des bactéries d'origines diverses qui ont acquis des facteurs de virulence similaires. Donc on a une évolution convergente. Et si on se pose la question de où se trouve l'agent de la peste, Yersinia pestis, elle se trouve ici. Donc Yersinia pestis est un clone des Yersinia pseudotuberculosis. Donc ces deux bactéries ont un génome extrêmement similaire. Et c'est une bactérie qui a évolué très récemment. Et donc il y a une évolution divergente et très rapide pour donner un pathogène qui produit une maladie extrêmement différente. Donc ces pathogènes, comme vous pouvez apprécier, ce sont des modèles très intéressants pour comprendre comment la pathogénèse va émerger dans les mondes bactériens. Donc au sein de notre laboratoire, de cet écosystème que je vous ai présenté, on travaille sur différentes thématiques. On développe des vaccins et des anticorps monoclonaux, on travaille sur la biologie cellulaire de l'infection, santé publique, mais la génomique et l'évolution, c'est vraiment les prismes qui, si on peut dire, illuminent un peu nos différentes thématiques des recherches. Je vais vous présenter quelques exemples. Par exemple, en termes de santé publique, et avec Anne-Sophie Leguerne, qui est la directrice de notre Centre national des références, et Cyril Savant, directeur adjoint, en 2019, on a séquencé 1280 génomes de toutes les espèces de Yersinia que vous voyez ici. Donc ceci nous a permis d'identifier les génomes et corps de l'espèce et les génomes accessoires. Et avec cette information, on a pu proposer un schéma de diagnostic en utilisant 500 gènes conservés dans les corps génomes de ces bactéries. Et en fait, c'est ce schéma qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, pour l'identification des Yersinia qui arrivent dans notre Centre national de référence. Et précisément, en utilisant ce schéma, en 2022, on a publié la première, si on peut dire, les premiers outbreaks clonal des Yersinia pseudotuberculosis en France. Donc là, on parle de très très peu de souches, mais c'est la première fois qu'on a identifié en temps réel une épidémie, un outbreak des Yersinia pseudotuberculosis avec des souches qui ont circulé entre Lyon et la Corse. Également, et en utilisant nos outils de génomique et en collaboration avec Mino Rajerison, qui est la chef du laboratoire peste à Madagascar, et avec David Wagner en Arizona, on a publié ces papiers datent il y a 5 semaines. Donc on a analysé les souches responsables précisément de cette épidémie de peste pulmonaire à Madagascar en 2017. Et ce qui était très intéressant à l'époque, c'est une épidémie un peu atypique de peste pulmonaire. On s'est posé la question de s'il y avait une souche spéciale qui était responsable de cette épidémie, si c'était une souche qui est différente. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 23 souches qui ont circulé pendant cette épidémie. Et en fait, la plupart des souches, ce sont des souches que l'être humain a transportées probablement entre des régions endémiques et la capitale Antananarive. Et même, on a la même souche qu'on a trouvée en deux régions endémiques, suggérant que l'être humain s'est déplacé entre régions endémiques et l'être humain a transporté ces souches. Donc l'être humain a transporté et amplifié, si on peut dire, dans un mouvement de panique, cette épidémie en 2017. Et on développe un vaccin. Donc également, c'est, si on peut dire, un regard d'évolution qui nous a permis de développer ces vaccins. Donc je vous ai dit précédemment que Yersinia pestis, c'est un clone qui est très très proche de Yersinia pseudotuberculosis. Donc il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans, Christian Demeur et Ander Wies au laboratoire, ils se sont posé la question, est-ce qu'on pourrait utiliser l'ancêtre de Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis, comme un vaccin
et vivants atténués contre la peste. Donc, ils sont atténués. Yersinia pestis est un pathogène intestinal, donc on n'allait pas donner un pathogène intestinal pour guérir de la peste. Donc en fait, ils sont atténués Yersinia pestis et ils sont déguisés Yersinia pseudotuberculosis avec la capsule de Yersinia pestis. Donc ce que vous voyez ici, c'est ces Yersinia pseudotuberculosis qui ont cette capsule. Et dans un modèle souris, vous savez ici des souris naïves. Donc non vaccinés, vous savez, par bioluminescence, on détecte Yersinia pestis et vous voyez que les souris sont complètement infectées et ils vont mourir rapidement. Et vous voyez que dans les souris vaccinées, on retrouve un peu au départ Yersinia pestis et après les souris ils peuvent combattre l'agent de la peste. Et on s'intéresse également à des réponses immunitaires et on a développé un projet récemment sur une question qui vient plutôt des questionnements sur la peste noire. Donc la peste au Moyen-Âge, elle a énormément impacté la démographie, l'économie, l'organisation sociale. Et on s'était posé la question, est-ce que cette peste aurait pu modifier ou influencer notre biologie? Si on pose la question différemment, est-ce que la peste aurait pu influencer l'évolution de notre système immunitaire? Ou, dit autrement, est-ce que les personnes qui ont survécu la peste, est-ce qu'ils avaient un système immunitaire spécial? Donc, c'est une question qu'on s'est posée avec nos collègues et Luis Barrero, donc un ancien étudiant de thèse de l'Institut Pasteur qui a maintenant son équipe à Chicago, et Hendrik Poinard, donc un spécialiste de l'ADN ancien. Et en fait, on a analysé des squelettes, les restes des personnes qui sont décédées avant la peste noire et après 1352 pour voir si chez ces personnes on analysait uniquement les répertoires de gènes du système immunitaire. Donc on s'est posé la question si dans les gènes du système immunitaire on trouvait des variantes qui seraient enrichies après la peste et qui pourraient expliquer la survie de ces patients. Donc on a analysé des restes des personnes à Londres. À Londres, il y a différents cimetières qui sont parfaitement bien caractérisés avec des records historiques très très précis. Et ensuite, on a comparé avec une étude au Danemark, avec des cimetières au Danemark qui sont moins bien datés que les cimetières à Londres, mais qui nous servaient des contrôles, des témoins. Et ce qu'on a vu précisément, c'est ERAP2. Donc, ce que vous voyez ici, c'est différents allèles sur les différents chromosomes. Donc, il y a quatre gènes, si on peut dire, qui ont un signal de sélection fort à Londres, au Danemark, mais il y a un gène en particulier, ERAP2, qui était très enrichi, un gène sur les chromosomes 5, qui code pour une aminopeptidase du réticulum endoplasmique. Et je passe très rapidement sur cette histoire, mais ce que nous avions pu démontrer au laboratoire, c'est qu'en utilisant des macrophages, des donneurs qui ont soit un ERAP2 fonctionnel et homozygote, qui sont hétérozygotes pour ERAP2 ou qui ont une forme d'ERAP2 qui est non fonctionnelle, on voit que les personnes qui ont un ERAP2 homozygote, donc la molécule est bien produite, ces personnes arrivent à mieux tuer les bacilles de la peste. Et on a fait d'autres tests qui corrèlent exactement, suggérant que ERAP2 aurait pu vraiment jouer un rôle dans la protection des êtres humains contre les bacilles de la peste. Donc c'est une étude qu'on a publiée en 2022. Et finalement, on s'intéresse également, comme je vous disais au départ, à l'évolution de cette bactérie. Donc on s'intéresse à la génomique pour comprendre quelles sont les forces évolutives qui permettent l'évolution de ces bactéries, pour comprendre comment ces bactéries, finalement, ont été distribuées dans le monde, et quels sont les facteurs qui permettent l'émergence des traits de virulence. Donc, à l'Institut Pasteur, on a beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivé dans cette unité en 2017, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des collections historiques qui n'avaient pas été analysées. Donc, par exemple, on a des souches de Yersinia pestis qui ont été isolées depuis 1898 à Hong Kong, jusque les souches de l'épidémie de peste de Madagascar 2017. On a plus de 8000 souches de Yersinia pseudotuberculosis, pareil, isolées partout dans le monde depuis 1909. On a plus de 53 000 souches de Yersinia enterocolitica isolées depuis 1932. Donc on a des collections extrêmement riches. Donc on s'est dit, c'est les bons moments pour caractériser ces collections et caractériser ces différents pathogènes.
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux qui sont en cours. Donc c'est un travail qui est encore en cours. On ne comprend pas la totalité de nos résultats. Donc toute idée, toute discussion, elle est bienvenue. Donc je vous présente des données qui sont, voilà, qu'on a générées très récemment sur Yersinia pestis. Donc, et voici un peu la carte de notre collection de Yersinia pestis. Donc en fait, grâce aux interactions internationales de l'Institut Pasteur, on a des collections uniques, donc des souches qui viennent essentiellement de tous les foyers endémiques et des pestes depuis 1898. Beaucoup de souches de Madagascar, bien sûr, le principal foyer de peste à l'heure actuelle. Beaucoup de souches de Vietnam, qui étaient les principaux foyers de peste au XXe siècle. Et c'est un travail énorme et vraiment extrêmement important qui était fait par un étudiant en thèse, Guillaume Massiol, avec la supervision d'un ancien étudiant en thèse de cette université, de ces laboratoires, et Nicolas Rascovan, qui a fait sa thèse avec Christelle, et qui est arrivé à l'Institut Pasteur en 2020. Et vraiment, c'est lui qui nous a permis vraiment d'analyser cette collection importante des génomes, en particulier grâce à des outils qui sont développés dans son laboratoire et en collaboration avec les hubs des biostatistiques et bioinformatiques de l'Institut Pasteur, en particulier cette analyse, cet outil Amphi. Donc, ce que je vous présente. Donc, d'abord, quelques mots sur, si on peut dire, la façon qu'on a d'appeler Yersinia pestis, qui est un peu tordu, je ne sais pas comment dire, mais vous allez voir tout de suite. En fait, simplement pour que vous voyez la terminologie qu'on va utiliser après. Donc, De Vigna, dans les années 50, il a proposé une classification des Yersinia en 3 principales biobares et basées sur des tests, des réactions biochimiques. Donc, un biobar qu'on appelait Antiqua, qui était censé être à l'origine des souches de la première pandémie de peste. Ensuite, un autre biovar qu'on appelle Medievalis, qui était responsable a priori de la peste médiévale, et un autre biovar Orientalis, qui a priori est à l'origine de la 3e pandémie de peste qu'on vit aujourd'hui. Tout ça marchait bien jusqu'à un certain moment où on découvre d'autres biovars, par exemple des biovars anciens, comme ces biovars pestoides, et où on voit que les caractères biochimiques sont exactement similaires aux caractères antiquois. Donc déjà, on commence à avoir un peu du mal pour différencier chacun uniquement à l'aide de ces caractères biochimiques. À partir de 2004, l'équipe de Mark Ackermann commence à travailler sur la classification de ces Yersinia pour le positionner dans un arbre phylogénétique. Et on peut voir déjà des problèmes dans le sens où, par exemple, les groupes antiquois est présent dans différentes branches. Ce qui suggère que ce sont des groupes poly et d'une origine divers qui se trouvent, qui ont les mêmes caractères, mais qui ont des positions différentes dans l'arbre. Depuis, il y a 2 branches importantes qui ont été décrites, importantes à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des branches plus petites, la branche 3, la branche 4. Et il y a d'autres souches préhistoriques et des souches intermédiaires qui ont été ajoutées à l'arbre. Donc, je voulais vous montrer simplement cette représentation pour vous montrer maintenant la phylogénie qu'on vient de générer. Donc, et voici la phylogénie qu'on a générée avec Nicolas et Guilhem, qui comprend 2800 génomes de Yersinia pestis. Donc, c'est la plus grande phylogénie des Yersinia pestis qui a été générée jusqu'à présent, à notre connaissance en tout cas. Et vous voyez ici la branche 0, la branche 1 qui comprend des souches de la 3e pandémie. Vous voyez ici des souches extantes du néolithique, des souches de la première et la 2e pandémie. Donc avec l'outil Amphi que Nicolas a développé, on a pu développer cette phylogénie avec les génomes anciens. Et on a découvert 2 nouvelles branches. En fait, c'est des souches qui étaient déjà connues, mais on ne les avait pas identifiées telles quelles. Donc on a identifié 2 nouvelles branches, un ORI 4, et on va parler tout à l'heure, et un ORI 5, et des souches qui se trouvent principalement en Amérique du Sud et en Afrique. Et également, notre collection nous a permis d'enrichir certaines branches qui étaient méconnues jusqu'à présent. En particulier, par exemple, cette branche en Ant, qui est présent uniquement en Afrique centrale et Afrique de l'Est, et qui était très peu caractérisée jusqu'à présent. Donc, et je vous présente simplement un peu la distribution de quelques-unes de ces branches. On se rend compte que toutes ces lignées de Yersinia pestis sont présentes en Eurasie, avec l'exception des 3 groupes.
Donc par exemple, ici, vous voyez la distribution des souches qui provient d'une branche ancienne qui est extincte. Ici, vous avez la distribution actuelle aujourd'hui d'une branche ancienne, mais qui existe aujourd'hui en Mongolie, Kazakhstan, Chine, mais qui est reportée uniquement chez des rongeurs. Vous voyez ici la distribution des souches de la première pandémie de peste, la pandémie de peste justinienne. Et vous voyez ici une branche de Mède où on trouve pour la première fois des souches à l'extérieur de l'Eurasie, donc des souches africaines en Libye. Et finalement, nous avons des souches dans notre collection où on a cette branche en hante qui est présente uniquement en Afrique et cette branche en ori qui en effet est à l'origine de cette troisième pandémie de peste qu'on trouve un peu partout dans le monde. Donc, en utilisant des analyses bayésiennes, on peut essayer de dater l'origine de ces différents groupes. Donc c'est un travail qu'on a fait très récemment avec Sébastien Duchesne, donc, qui vient d'arriver d'Australie à l'Institut Pasteur et qui vient d'établir une unité et analyse évolutive dynamique des maladies infectieuses. Donc avec lui, on essayait de dater l'origine de certaines de ces branches. Donc par exemple ici, vous savez la distribution des souches en ori. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs vagues de cette troisième pandémie de peste. On a par exemple cette première branche en ori qui est née quelque part entre 1700 et 1800, qui est arrivée en Asie, qui est arrivée en Inde, qui est arrivée aux États-Unis et qui s'est implantée aux États-Unis au début de la troisième pandémie, en 1899. Nous avons une autre branche en ori 2 qui est arrivée en Inde et en Afrique du Sud après. Ensuite, nous avons deux groupes principaux pandémiques, un ori 3 et un ori 4. Un ori 3, on les retrouve en Turquie par exemple, mais principalement à Madagascar, et un ori 4, on les retrouve au Vietnam. Et comme je vous disais, ces deux branches ont été responsables des principales pandémies de peste au XXe siècle. Vietnam était le principal pays qui déclarait des cas de peste dans le XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est Madagascar, donc les souches de la branche en ori 3, qui sont à l'origine des principales pandémies de peste à l'heure actuelle. Et vous savez ici la pandémie de peste de 2017. Ensuite, il y a des nouvelles branches en ori 5, donc c'est cette branche que nous, on vient d'identifier telle qu'elle, où on a des souches anciennes qui sont arrivées en Amérique du Sud, et ensuite des souches qui sont arrivées en Afrique et de l'Ouest et en Afrique du Sud plus récemment. Donc la branche la plus récente, elle aurait eu en origine autour de 1900. Dans notre collection, on a caractérisé également une autre branche intéressante, cette branche 2MED1, où on trouve les souches responsables des épidémies de peste en Libye en 2009. Et on voit que ces souches sont très proches et elles proviennent d'un groupe de Yersinia pestis qu'on trouve principalement en Iran. Donc on pense que c'est autour du déclin de l'Empire ottoman que ces souches auraient pu arriver en Libye. Et des souches très intéressantes, cette branche hante, qui est une branche qui aurait une origine très ancienne. Vous voyez ici les souches de la deuxième pandémie de peste et du Moyen-Âge, et vous voyez que cette branche est une branche ancienne, mais qui est une branche différente. Donc ces souches, elles sont responsables aujourd'hui du deuxième foyer de peste à l'heure actuelle. C'est les souches qu'on trouve en RDC et en Ouganda. Donc ce sont des souches qui auraient une origine un peu plus récente, mais qui seraient arrivées en Afrique il y a très longtemps. Et ensuite, avec cette information, on s'est posé la question, Yersinia pestis c'est un pathogène clonal, mais il y a une certaine diversité. Donc quels sont les mécanismes moléculaires qui seraient responsables de l'évolution de Yersinia pestis? Donc jusqu'à présent, on sait que la perte des gènes et l'acquisition des gènes ont joué un rôle très important dans l'évolution de Yersinia pestis. Par exemple, concernant l'acquisition des gènes, on sait que Yersinia pseudotuberculosis, donc l'ancêtre, et Yersinia pestis, toutes les deux, elles sont acquis en plasmide qui code pour un système de sécrétion de type 3. Ce système, il est très important pour inhiber la polymérisation des lactines et donc pour empêcher la phagocytose. Donc la bactérie, elle reste extracellulaire au pic de l'infection. Et les molécules sécrétées par ce système de sécrétion, également, ils inhibent certaines cascades de signalisation qui vont activer des gènes du système immunitaire. Donc c'est un système extrêmement puissant pour inactiver la phagocytose et le système immunitaire.
Ça, c'est pseudotuberculosis, l'ancêtre est Yersinia pestis. Ensuite, Yersinia pestis a acquis 2 plasmides supplémentaires. Un plasmide en multicopie plat, qui est un plasmide qui code pour une protéase, qui a des multiples cibles et qui serait important pour la dissémination de Yersinia pestis. Et un autre plasmide est très grand, FRA, qui a 2 gènes importants, les gènes qui codent pour la capsule, et également un gène qui code pour une phospholipase. Et pour l'instant, on ne comprend pas très bien la fonction de cette phospholipase, mais elle serait très importante pour résister au système immunitaire chez la puce et pour se défendre de la puce et au niveau du tract intestinal du vecteur. Donc, on s'est posé la question, est-ce que la perte des gènes, les gains de gènes a joué un rôle dans l'évolution de Yersinia pestis? La perte des gènes aussi a été très très importante, et dans un papier d'Elisabeth Carniel, Chain et al., ils ont vu déjà en 2004 qu'il y a énormément de fonctions qui ont été perdues en Yersinia pestis, soit à cause d'une délétion des gènes, soit à cause d'inactivation des gènes. Donc à peu près 13% du génome il est inactivé. Donc avec nos données, on s'est posé la question, voilà, est-ce que on peut voir encore l'influence de ces 2 phénomènes dans les souches qu'on est en train de caractériser dans nos collections. Donc on a commencé par le gain de gènes et on a identifié 18 nouveaux plasmides chez Yersinia pestis. Donc ici vous savez les plasmides anciens, en fait ici vous savez le nombre de génomes de notre collection, et en fait certaines souches ont perdu, qui sont gardées en collection depuis très longtemps, ont perdu ces plasmides, donc c'est normal, on les a perdus. Ici vous voyez les nouveaux plasmides, cependant vous voyez que ces plasmides sont extrêmement rares. Il y a par exemple ces plasmides qui est similaire à un plasmide qu'on trouve chez Klebsiella et qui normalement donne une résistance au carbapénème. Cependant, ces plasmides chez Yersinia pestis, il n'a pas les gènes de résistance. Donc ce n'est pas un plasmide qui permet la résistance aux antibiotiques. De façon intéressante, certains plasmides, comme celui-là ou comme le PECRI, ils codent pour des systèmes de sécrétion de type 4. Et on sait que certaines bactéries, comme Agrobacterium, Brucella par exemple, expriment des systèmes de type 4 qui sont très importants pour l'infection. Cependant, ces systèmes chez Yersinia, il n'a pas été encore caractérisé. Avec Aida Andrades, qui travaille dans l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive, on a analysé le pangénome de Yersinia pestis. Donc, on a identifié un corps génome d'à peu près 3700 gènes et un génome accessoire également à peu près de 3000 gènes. Cependant, on se rend compte qu'on a un biais dans l'échantillonnage de nos souches, puisque plus on a des souches, plus on trouve des gènes accessoires. Donc par exemple ici, nous avons les souches de la 3e pandémie, donc on a énormément de bactéries échantillonnées du groupe Anori. C'est les bactéries qui montrent le plus grand nombre de gènes accessoires. Et pareil, les 2e groupes les plus abondants, c'est les 2 MED, et c'est les 2e qui montrent la plupart des gènes accessoires, suggérant finalement que ce pas des gènes, que sont des gènes qui sont spécifiques de quelques bactéries. Et on va les voir ici. Vous savez ici la classification des différents types de gènes. Donc certains gènes sont perdus dans quelques lignées. Vous savez ici les lignées les plus importantes. Vous savez certains gènes accessoires qui ont été acquis par différentes lignées. Et vous voyez ici des gènes qui sont spécifiques des lignées. Et vous voyez ici par exemple, ça c'est la lignée 1 ORI, qui aurait une très très grande quantité de gènes accessoires. Cependant, quand on quantifie si ces gènes sont conservés ou non, on se rend compte que ces gènes sont très très peu conservés. Ça veut dire que ce sont des gènes rares qui se trouvent dans différentes bactéries et qui probablement ne jouent pas un rôle important dans l'évolution de l'espèce, pour l'instant en tout cas. Ces gènes accessoires se trouvent certains dans des plasmides. Par exemple, ici, on voit que ces groupes de gènes, il est présent spécifiquement dans des plasmides, tandis qu'on a d'autres groupes de gènes accessoires qui sont dans les chromosomes. Cependant, quand on analyse la fonction de ces gènes accessoires, on se rend compte que la plupart de ces gènes ont des fonctions qui n'ont pas été caractérisées ou pauvrement caractérisées. Donc, il reste tout à faire pour savoir si ces gènes, quelle est la fonction de ces gènes dans la biologie de Yersinia pestis. On s'est posé la question, alors, est-ce que la perte de gènes continue à jouer un rôle dans l'évolution de Yersinia pestis? Et ici, on a l'impression que la perte de gènes pourrait être un mécanisme qui continue à jouer dans l'évolution de cette bactérie, puisqu'on a trouvé des grandes régions qui sont perdues dans les génomes des multiples lignées de bactéries.
Donc il y a certaines régions qui contiennent peu de gènes, mais il y a quelques régions qui sont extrêmement importantes, et on voit surtout des systèmes de sélection de type 6 ou des gènes qui codent pour des sidérophores qui sont perdus. Vous voyez, comme je vous disais, que certaines de ces délétions sont présentes dans une grande quantité de génomes. Donc pour l'instant, il semblerait que ces pertes des grandes régions pourraient jouer un rôle, mais encore une fois, je vous présente des résultats très récents que pour l'instant, on n'a pas analysé d'un point de vue fonctionnel. Finalement, quel autre mécanisme pourrait jouer un rôle dans l'évolution de Yersinia pestis? Donc encore une fois, Elisabeth Carniel, Chain et al., ils avaient montré que ici, vous savez les chromosomes de Yersinia pseudotuberculosis. Ici, vous savez les chromosomes de Yersinia pestis. Et ils ont montré que chez Yersinia pestis, il y a des grands réarrangements de génome. Donc, il y a des régions génomiques qui changent complètement de localisation. Et également, ils ont montré qu'il y a plus de séquences d'insertion chez pestis par rapport à pseudotuberculosis qui pourraient jouer un rôle également dans l'inactivation des gènes. Donc nous avons quantifié les séquences d'insertion dans notre collection de Yersinia, et on voit en effet, ici vous savez, différents Yersinia pestis, des Yersinia pestis anciennes, Antiqua, CO92, c'est notre bactérie de référence la plupart du temps. On voit une grande quantité de séquences d'insertion par rapport à Yersinia pseudotuberculosis, et quand on fait une analyse par les différentes lignées, on voit en effet qu'il y a une augmentation dans la quantité de séquences d'insertion, et plus les souches sont récentes, plus on trouve des séquences d'insertion. Et finalement, un donné intéressant qu'on a trouvé dans une seule souche, mais qui est assez intéressant, Yersinia pseudotuberculosis, qui est l'ancêtre, est une bactérie qui présente une molécule de surface qui s'appelle l'envacine. L'envacine, c'est un récepteur comme l'internaline de l'hystéria, c'est une molécule qui permet à la bactérie d'activer un récepteur de bêta-intégrine, de polymériser l'actine, et de la bactérie peut être phagocytée ou internalisée dans les cellules épithéliales. Ça, c'est l'ancêtre Yersinia pseudotuberculosis. Donc, ceci facilite l'invasion de l'intestin. Yersinia pestis, par contre, n'exprime pas l'invacine parce qu'il y a une séquence d'insertion qui s'insérait dans ces gènes, donc la molécule n'est pas exprimée. Il se trouve que nous avons trouvé, donc Yersinia pestis, a priori, ne peut pas traverser la barrière intestinale. On a trouvé une souche de 1952 à Johannesburg, du groupe Anne-Horry 2, où cette séquence d'insertion a été éliminé, si on peut dire, et on retrouve les gènes de la vaccine une autre fois comme à l'origine. Donc on a testé si ces bactéries sont capables d'envahir des cellules, et on voit que cette souche elle a gagné la capacité d'envahir l'intestin. Donc normalement un tissu qui n'est pas accessible à Yersinia pestis. Donc c'est un cas extrêmement rare, mais c'est intéressant de montrer comment l'évolution peut aller dans deux directions. Et une bonne nouvelle, on n'a pas découvert de nouvelles résistances aux antibiotiques. Donc, on a identifié les mêmes résistances qui avaient été publiées précédemment à Madagascar, en Chine ou en Mongolie. Donc, en tout cas, on n'a pas pu identifier de nouvelles résistances. C'est une bonne nouvelle. Donc, je vous ai parlé un peu de ce qu'on a fait avec notre collection de Yersinia pestis. J'ai deux diapos simplement pour dire qu'on a fait la même chose chez Yersinia pseudotuberculosis, donc c'est une étude plus récente, donc on a séquencé notre collection de Yersinia pseudotuberculosis, donc c'est le travail de Cyril Savant, où on a analysé des souches de notre collection, des génomes publics, des souches qui viennent partout dans le monde. Cyril même, dans cette étude que je vous avais montrée précédemment, où il avait analysé 485 génomes de Yersinia pseudotuberculosis, il avait identifié en 2019 32 génotypes. Avec l'analyse de notre collection, plus de 2000 souches, il a identifié 150 génotypes avec des nouveaux génotypes très très anciens. Et vous pouvez voir ici Yersinia pestis qui est un clone vraiment, qui est dans la galaxie, si on peut dire, des Yersinia pseudotuberculosis. Une chose qui est intéressante est que souvent, quand on utilise Yersinia pseudotuberculosis pour comparer à Yersinia pestis, on utilise cette souche, qui est la souche qu'Elisabeth Carniel avait séquencée en 2004, souche de génotype 16. On se rend compte à l'heure actuelle que c'est une souche qui est plutôt éloignée de Yersinia pestis. Et on s'est rendu compte qu'il y a une branche de Yersinia pseudotuberculosis qui est beaucoup plus proche de Yersinia pestis, qui est le groupe qu'on appelle génotype 5.
Nous, on a notre centre national des références, donc on est allé étudier si dans notre donnée épidémiologique, on voit quelque chose de particulier par rapport à ces souches. Et on a eu une surprise intéressante. Les groupes 16 qui comprennent la souche qu'on utilisait comme référence pour comparer Yersinia pestis, ce sont des souches qui sont plutôt hypovirulentes. Et les groupes 5, qui est le groupe qui est très proche des Yersinia pestis, ce sont les souches des Yersinia tuberculosis les plus invasives, les plus pathogènes. Encore une fois, on a essayé de faire quelques tests chez l'animal. Pour l'instant, on ne comprend pas exactement pourquoi ces souches sont plus invasives. Mais à l'heure actuelle, on est en train de faire des tests cellulaires et des omics différentes pour essayer de comprendre pourquoi ces souches sont plus pathogènes. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai présenté que grâce à ce travail qu'on a fait en collaboration avec Nicolas Rascovan, on a pu générer la phylogénie de Yersinia pestis la plus complète qu'on a pu générer à l'heure actuelle. On a analysé les mécanismes qui influencent l'évolution de Yersinia pestis et on a l'impression que la perte de gènes et surtout les séquences d'insertion jouent un rôle important encore aujourd'hui dans l'évolution de ces bactéries. Je vous ai montré une souche de Yersinia pestis qui a gagné la capacité à envahir l'intestin grâce à l'excision d'une séquence d'insertion. Je vous ai montré également qu'il n'y a pas de nouvelles résistances aux antibiotiques, c'est une bonne nouvelle. Et une étude qu'on va démarrer à l'heure actuelle, c'est étudier un groupe de Yersinia pseudotuberculosis qui serait à l'origine de Yersinia pestis et qui est un groupe qui est extrêmement pathogène. Donc pour finir, je voulais simplement vous dire que l'année dernière, on a publié une base de données qu'on appelle Yersinomics. Et dans cette base, on essaye de regrouper toutes les données publiques des génomiques, transcriptomiques et protomiques qui ont été publiées jusqu'à présent sur Yersinia pestis. Donc pour l'instant, notre idée, c'est également de charger dans cette base de données et nos propres données. Et on est content parce qu'il y a déjà des équipes ailleurs qui commencent à utiliser cette base de données pour publier des papiers, donc pour valoriser des données qui ont été publiées depuis 30 ans sur les Yersinia. Donc avec ceci, je remercie les membres de l'unité et du Centre national des références et du Centre collaboratif, en particulier Guilhem qui a fait ce travail énorme de caractérisation du génome de notre base de données pestis, Cyril qui a caractérisé la base de Yersinia pseudotuberculosis, des nombreux collaborateurs, Nicolas Rascovan et des collaborateurs à l'étranger, et merci à vous de votre attention.